l'idée de créer le General Network, au final, on l'a puisé dans notre expérience, dans nos expériences passées, plus précisément dans tout ce qui est EdTech. Donc, Paul et Thomas ont créé un organisme de formation qui s'appelle Emile, qui a été racheté par Le Wagon, qui est assez connu ici à Paris et en France, où moi j'ai travaillé pendant 7 ans, et c'est là où on s'est rencontrés. Donc, boîte très communautaire, boîte évidemment axée sur l'éducation, sur la tech, commencer par tout ce qui est software engineering, avant de basculer dans tout ce qui est formation sur les profils data et IA plus récemment. Et donc voilà, avec la vague de l'IA et des GenAI, ce qu'on s'est dit, c'est que pourquoi ne pas recréer cet écosystème qui nous a extrêmement bien servi pendant toutes ces années pour avoir une veille mutualisée, pour échanger sur les cas d'usage, pour avoir un réseau tout simplement. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé avec nos contacts, à créer un petit réseau de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et d'en faire ce qu'on appelle aujourd'hui donc, le GenAI Network qui nous rassemble. Aujourd'hui, le GenAI Network, c'est 85 membres. À la base, c'était une communauté, ça reste une communauté, on va dire, semi-fermée. Pas parce qu'on aime bien rester entre nous, mais c'était pour justement garantir la qualité des échanges et se dire que en fait, c'est une communauté qui a été créée par des experts pour des experts. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est en train de créer des modèles, on est en train de les fine-tuner, on est en train de les mettre en prod, on a tous des challenges qui peuvent s'overlap ou qui peuvent parler les uns aux autres. Mutualisons, collaborons, échangeons sur nos problématiques. Donc c'est un Slack, ça a commencé par un Slack. Très rapidement, on a commencé à organiser ces meet-ups parce qu'on avait des speakers, des membres dans cette communauté qui avaient énormément d'informations et de chouettes histoires à nous partager. Et puis plus récemment, on a eu aussi une interface publique avec la page LinkedIn et un podcast qui arrive très bientôt où on aura un peu sur le setup qu'on a aujourd'hui des présentations et des cas d'usage décryptés. On a évidemment eu la chance de discuter avec plusieurs boîtes et d'avoir des profils de ces chouettes boîtes qui nous ont aidés à créer ce réseau, qui nous aident toujours aujourd'hui à le développer, qui nous permettent aussi de faire ces meet-up, que ce soit en les accueillant, que ce soit en proposant des speakers, des sujets. Donc c'est évidemment un écosystème qui est extrêmement riche et qu'on continue à développer. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des experts techniques que ça peut intéresser, on est preneur. Aujourd'hui, 3e meet-up à Stassware. Merci encore une fois à Oriane, à Emma et à toute l'équipe de l'incubateur HEC Paris d'avoir co-organisé cet event et surtout de nous accueillir ici. On a 2 très chouettes présentations qui nous attendent. En fait, ça va être dans l'autre sens. On va commencer par Clément, qui est Head of Data and AI chez Brut, le média, et qui va nous expliquer, nous tracer un petit peu son parcours ces 2 dernières années sur le développement de leur plateforme data et aussi sur le développement de solutions d'IA générative à destination des métiers, de journalistes, de monteurs vidéo, de personnes au final qui ne sont pas très techniques et qui aujourd'hui utilisent, je pense, ces solutions. Mais Clément vous en parlera mieux que moi. Et ensuite, on aura Marie, donc, qui est Machine Learning Engineer chez 360 Learning, qui révolutionne d'une certaine manière la création de contenu et les parcours éducatifs grâce à l'IA. Donc deux intervenants et 2 présentations qui, je suis sûr, seront extrêmement intéressantes. Et tout cela sera modéré par Paul, qui évidemment sera le relais de vos questions. Je suis sûr aura des questions lui-même. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à faire en sorte que ce soit le plus interactif. Et on sera évidemment là à la fin pour toute autre question qui n'ont rien à voir avec les présentations. Bonjour à tous, moi c'est Clément. Comme l'a dit Alexandre, donc, je suis responsable de l'équipe data et IA chez Brut. J'ai commencé comme responsable de la plateforme data il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je m'occupe du développement de tous les produits data et IA. Bonjour. Et auparavant, je bossais dans une startup qui s'appelle Nemer et j'étais responsable de la plateforme géospatiale, de traitement de données géospatiales. Donc il n'a rien à voir avec un média. Et par ailleurs, j'ai un profil plutôt technique, mais j'ai décidé d'axer cette présentation sur les enjeux au global que Brut rencontre sur l'adoption des outils de GenAI. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au cours de la présentation, il n'y a pas de problème.
Donc le travail que je vais présenter là, c'est le travail de toute une équipe, hein, c'est pas seulement le mien. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de personnes avec des profils qui sont assez variés, des data analystes, des data engineers, des ML engineers. Et en jaune, j'ai mis les personnes qui sont plus impliquées sur les sujets d'IA, de GenAI. Donc on est 4 à vraiment être focus sur ces sujets-là. Vous connaissez Brut. J'imagine que tout le monde a été normalement, enfin j'espère, exposé à des contenus qui ont été produits par Brut. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Brut est un média international, puisqu'on a des équipes un peu partout dans le monde. Donc on a des bureaux, notamment en Inde, avec une cinquantaine de personnes qui sont réparties entre New Delhi et Bombay. Pour les Indiens, Brut est un média indien, donc ça montre à quel point on a réussi à s'intégrer dans la culture locale. Et sinon, on a des équipes éditoriales basées à Paris qui travaillent pour les rédactions US et Afrique. Et évidemment, la rédaction Brut France, qui est la plus grosse actuellement. On est un des médias, si ce n'est le média le plus présent sur TikTok, donc qui parle beaucoup aux nouvelles générations, en Europe, en France et aussi dans le monde. Et on a réussi, à travers toutes ces années, à créer une relation vraiment de confiance avec notre audience. C'est ce que montre cette étude de Kantar qui a été réalisée, bon, ça commence à dater, en 2021, que 88% de l'audience croit qu'il y a la confiance en ce que le média produit, VS 29% sur les médias un peu plus traditionnels. Et il y a dans tout ça. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître cette courbe, qui est la hype cycle assez classique du Gartner. Je l'ai très peu utilisée jusqu'à présent, mais en fait, je la trouve très intéressante pour décrire ce qui se passe avec la GenAI de mon point de vue. Après, c'est évidemment un sujet à débat. Mais ce que dit cette courbe, c'est que toutes les évolutions technologiques passent par différents stades. Au début, il y a beaucoup de publicité, beaucoup de démos. Tout a l'air exceptionnel, tout a l'air de fonctionner assez facilement. Donc, face à ces démonstrations, ces publicités, on se dit qu'on va réussir à automatiser tout un tas de choses et que ça va être génial. Et puis quand on commence à mettre les mains dedans et à se rendre compte de la complexité des outils, finalement on est très déçu de la qualité de ce qui est généré et de ce qui est du résultat de ces projets. Et ça, c'est ce qui est proposé par le Gartner sur 2024. Donc on voit que le GenAI est un peu sur la pente descendante. Et chez Brut, on a le sentiment en fait qu'on est là. Ça ne veut pas dire, c'est pas pour dire qu'on est en avance sur le marché, parce que c'est plutôt un indicateur moyen cross-industrie, mais plutôt pour dire qu'on a connu déjà certaines désillusions vis-à-vis des technologies qu'on a testées jusqu'à présent. Quand les premières technos de GenAI sont sorties, on s'est dit on va pouvoir automatiser de bout en bout et sans intervention humaine les vidéos pour pouvoir les cross-poster sur tous les continents. On va pouvoir générer des vidéos automatiquement par IA et les publier automatiquement sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu un certain nombre d'initiatives. Je ne vais pas détailler, mais il y a eu énormément de choses qui ont été testées. Et le principal, le facteur limitant dans toutes ces initiatives, c'était la qualité de ce qui était généré. C'était jamais suffisamment bon pour qu'un média puisse se dire « Ok, je vais proposer ça à mon audience, ça va les intéresser. » Et dans le temps, on va... Ouais. Question, excusez-moi. Mais c'est quoi la timeline de ça? Que bon, il y a un an, on est peut-être. C'est il y a 1 an et demi, ouais. Ouais. Et donc, il y a eu des choses qui ont été faites avec des avatars, du voice cloning, enfin, je ne vais pas tout détailler. Mais il y a quand même des signaux positifs, parce qu'on a réussi à utiliser certaines technos pour automatiser, semi-automatiser certains process, donc notamment la traduction vidéo, l'analyse des commentaires, essayer de comprendre ce qui se dit dans nos commentaires et comment l'audience réagit au contenu qu'on produit.
Et on a aussi pas mal de graphistes, de monteurs, de journalistes qui utilisent les outils de GenAI pour créer du contenu. Par exemple, pour créer des vignettes, créer des illustrations qui vont apparaître dans les vidéos. Et donc, tous ces signaux positifs nous font dire qu'en fait, il y a des perspectives quand même plutôt bonnes, qui vont en fait trouver les bons use cases et peut-être se concentrer sur des choses qui ont du sens. Donc on s'est fait un peu la conviction que l'idée de tous nos projets de GenAI, ça va être d'assister des journalistes, d'assister des monteurs, assister de la post-prod, mais jamais remplacer complètement le travail d'un employé. Donc on s'est un peu posé la question de se dire, voilà, qu'est-ce qui bloque à l'adoption? C'est quoi les freins d'adoption de l'IA chez Brut? Donc on a fait une grosse phase de discovery. Et on en a trouvé 3 principalement. Il y avait une méconnaissance de c'est quoi l'IA générative et quelles sont les limites, les risques et aussi les opportunités de chacun des outils. Donc pour ça, on a mené tout un tas d'ateliers, d'acculturation en interne auprès des métiers. Il y avait un sujet d'accessibilité, mais j'en reparlerai un peu après, mais de réussir à... je suis monteur, je suis journaliste, j'ai envie d'utiliser ce outil, mais déjà, est-ce que Brut y a accès? Est-ce qu'on a des licences? Est-ce qu'on a des comptes pro, etc. Et ça manquait, en tout cas, de cadre éthique et juridique clair pour savoir ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire dans le média. Est-ce que j'ai le droit de produire du contenu avec des outils de GenAI et les diffuser sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois mettre un disclaimer dans la publication? Est-ce que j'ai le droit de ne pas le faire, etc. Donc là, on avance sur un guide de l'utilisation de tous ces outils pour clarifier un peu le contexte de travail des journalistes. Puis après, on s'est posé la question de quels sont les cas d'usage sur lesquels on peut travailler pour apporter de la valeur aux médias. Et donc, il y a 4 grandes thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais on a des sujets sur créer du contenu original grâce aux outils de GenAI, pouvoir les distribuer à l'échelle, donc prendre un contenu original, le localiser, donc avec de la traduction automatique par exemple, et le cross-poster sur tous nos canaux de distribution. Il y a des sujets sales marketing évidemment, et des sujets d'efficacité opérationnelle, où là on se dit qu'il y a peut-être des tâches au sein du média qu'on peut automatiser facilement grâce à tous ces outils-là. Donc le premier projet sur lequel on a bossé, donc c'est on fait beaucoup de boîtes en fait, c'est de développer un espèce de Slackbot interne connecté à GPT et qui permet aux journalistes de facilement déjà accéder à un premier niveau de LLM pour pouvoir faire des reformulations, des traductions, potentiellement brainstormer pour générer des idées créatives. Et on a ajouté une petite fonctionnalité qui permet aux journalistes d'aller poser une question et avoir un résumé de cette question-là à partir de sources qui sont disponibles sur le web. Donc c'est la fonctionnalité Search. C'est juste là. Je vais revenir avant. Hop. Faire search. Donc ça, c'est un projet finalement un peu quick win qui nous a pas pris beaucoup de temps à développer, mais qui nous a permis déjà de tester pas mal de choses. Et aujourd'hui, nos journalistes s'en servent pas mal pour démarrer un sujet, essayer de comprendre quelles sont les informations disponibles sur le web, etc. Donc on va avoir un résumé qui va apparaître dans quelques secondes sur la question qui a été posée et les liens vers les sources, parce qu'on sait bien qu'il y a des problèmes d'hallucination sur ces algos-là, et donc on ne veut pas que les journalistes mettent n'importe quoi dans leur sujet. Donc c'est un... Ouais. En termes d'usage, ça ressemble un peu à Perplexity. Ça ressemble à Perplexity, et c'est un framework qui s'appelle GPT Researcher, qui est intégré à Tavi. Et donc on utilise ces 2 technos-là pour combiner donc, le Slackbot à cette fonctionnalité de search. Mais c'est très exactement Perplexity. En moins cher. Le deuxième use case que je voulais vous présenter, c'est un sujet de rédaction d'articles
assistés par IA, puisqu'on est un média vidéo, mais une grande partie de nos contenus vidéo qui sont postés sur le site. Et pour améliorer notre présence sur online, on a besoin de générer du contenu textuel et donc ces articles qui vont décrire un peu ce qui se passe dans le contenu de la vidéo. Donc pour ce projet-là, on a travaillé donc, en collaboration avec la post-prod, enfin pas la post-prod, avec les journalistes, pour essayer de trouver le meilleur format entre les journalistes et ces outils de GenAI pour leur permettre de gagner du temps sur la génération d'articles. Donc le fonctionnement il est très simple. On a en entrée un transcript ou un OCR de la vidéo, donc une représentation de ce qui se passe dans la vidéo. Des descriptions qui sont fournies par le journaliste. Et on va prendre ces inputs-là et passer plusieurs étapes. Donc il y a une étape de génération de résumé, une étape de reformulation, d'optimisation SEO, de fact-checking aussi, où on va aller comparer le transcript avec l'article généré pour s'assurer qu'il n'y a pas eu trop de décalage, il n'y a pas eu d'hallucination. Et une feedback loop si l'utilisateur a envie de faire des corrections. Donc on est un peu au début du projet, mais déjà ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est qu'on arrive à multiplier par 2 le nombre d'articles qui sont rédigés par journaliste, avec des performances SEO qui sont quand même assez similaires à ce qu'on arrive à faire sans l'outil. Et donc pour toutes les rédactions, France, Inde, US, à moins d'€1 par article sur les coûts LLM. Donc c'est un sujet sur lequel on va se concentrer, je pense, cet été, et essayer de penser le workflow de manière un peu plus globale, avec la phase de sélection des vidéos, la partie génération, et le monitoring de la performance de ces articles-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une dégradation des performances du site à cause d'articles qui seraient générés par de l'IA, en partie. Parce que l'idée, c'est jamais vraiment de publier automatiquement, mais il y a toujours une supervision humaine qui sera faite. Ouais. Juste, si je comprends bien, du coup, là, vous partez des vidéos que vous faites chez Brut pour ensuite écrire un article sur le même sujet que la vidéo. C'est ça, qui sera posté sur le site. Chez Brut, d'abord, vous faites la vidéo et ensuite vous faites les articles. On est un média principalement, quasiment essentiellement vidéo. Ouais. Moi, j'ai une question sur la reformulation et l'optimisation SEO. Ouais. Qu'est-ce que ça implique concrètement du coup de reformulation, vu que vous partez déjà d'un script? Donc c'est la première question. Et est-ce que ça concerne aussi, parce que j'ai entendu que des moteurs de recherche pourraient justement pénaliser des articles générés par ChatGPT, etc. Est-ce que c'est dans cette optique-là où il y a d'autres sujets Pour l'instant, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Ce qui a été démontré, c'est que c'est des contenus de mauvaise qualité qui sont pénalisés par l'algo. Donc ça reste après de la responsabilité du journaliste de publier le contenu ou pas. Pour nous, il y a pas on ne voit pas de baisse, de dégradation de la qualité de l'article généré, mais donc il n'y a pas a priori de risque qu'on se fasse pénaliser. Mais justement, on veut mettre aussi un mécanisme en place pour surveiller ce genre de phénomène qui pourrait arriver. Et pour l'optimisation SEO, aujourd'hui c'est une étape plutôt manuelle où on va faire appel à d'autres services pour avoir des feedbacks sur la première version de l'article généré, réinjecter les keywords qui sont suggérés pour améliorer l'article, mais on a des pistes pour automatiser ça via API. On a donc derrière ce sujet-là, on a un autre projet qui a lieu dans le cadre d'un hackathon de Mistral, qui est de la création d'une IA rédactionnelle, parce qu'on pense que tous les médias à terme auront une IA, pas une IA généraliste, pas un LLM généraliste qui sera utilisé, mais des LLM spécialisés qui sont capables d'imiter la grammaire du média, et notamment la grammaire de Brut, qui est spécifique. Et donc on travaille sur la spécialisation d'un modèle Mistral à partir de différents jeux de données. Donc on a la chance d'avoir historisé un certain nombre de contenus chez Brut, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire ce type de use case. Pour la génération d'articles, on va donner des paires d'articles
et de transcripts pour spécialiser l'algo à faire cette tâche-là. On a des pistes similaires sur la suggestion de metadata pour les community managers, donc tout ce qui est titre, description à partir des transcripts. Pareil sur la réponse aux commentaires. On aimerait pouvoir suggérer aux community managers des commentaires, parce qu'on reçoit des centaines de milliers de commentaires par mois. Et dans cette masse-là d'informations, c'est assez difficile pour eux de s'y retrouver. On est au début du process. On a très peu de feedback pour l'instant. C'est les deux seuls feedbacks. C'est juste que techniquement, c'est assez simple. C'est juste du traitement de... Ouais. Peut-être un minutes par tâche On est en train de benchmarker justement les deux, plusieurs façons de faire. Là, sur les quelques tests qu'on a pu faire, on a préféré isoler. Déjà commencer avec des LLM plutôt spécialisés sur chacune des tâches. Mais on pense qu'à terme, le fait de tout centraliser dans un seul LLM, ça va permettre aussi de créer, au LLM de créer des features, des synergies entre toutes ces tâches-là, qui finalement respectent un peu le même pattern, puisque c'est la grammaire de brut. Comment ? Ça dépend de la taille de LLM, avec quel ça dépend de la taille, parce qu'un plus petit, il faudrait plus le spécialiser, c'est ça ? C'est ça que tu as en tête ? Peut-être par moins de tâches, je pense. Peut-être pour se dégrader. Ouais. Une petite tâche là-dedans. Ouais. On est dans ce process-là, essayer de trouver le bon format de prompt, le bon format de post-processing du jeu de données avant de mettre ça en prod. Un autre sujet, et je vais peut-être plutôt conclure là-dessus, un sujet qui est important pour nous, c'est d'être capable de monitorer la qualité des articles qui sont générés avec les différents modèles, les différents prompts, et être capable de voir si on dégrade les performances avec les différents formats. Et on utilise un outil qui s'appelle Phospho, qui permet de faire ça assez facilement. Ça nous permet d'avoir des exemples de transcripts et d'articles générés, de dire si oui ou non les articles générés sont bons. Et derrière, la plateforme va automatiquement inférer sur le reste des prompts qui auront été logués, et d'avoir des KPI un peu précis sur sur les résultats de chacun des modèles. Voilà, donc on continue d'avancer là-dessus. Notre stratégie tech, elle est assez simple. Pour tout ce qui est fonction support, ressources humaines, support, finance, etc., on a plutôt une stratégie où on va favoriser les solutions sur étagère, ou les outils de GenAI qui sont déjà inclus dans les solutions métiers, et des outils no-code. Donc on avance aussi pas mal avec Make pour automatiser certains workflows. Et comme on a une équipe qui est quand même assez réduite, on investit plutôt sur des projets de GenAI, donc du développement spécifique sur des projets de GenAI qui sont à destination du média, donc des journalistes, de la post-prod, parce qu'on pense que c'est là qu'on peut amener vraiment un différenciant par rapport au marché, et que c'est là-dessus qu'il faut se spécialiser et investir. Donc les challenges sur le développement de notre stratégie IA aujourd'hui, il y en a 3. Et pour nous, le premier, c'est plutôt un challenge autour du change management. Donc essayer de faire en sorte que les gens s'approprient les outils, soient formés à ces outils-là, comprennent les enjeux. Et puisqu'on dit que ça va révolutionner aussi certains métiers, il y a des sujets de ressources humaines à anticiper sur des changements de fonctions, des changements de postes, etc. Donc c'est le challenge principal pour moi. Il y a des enjeux produits, d'être capable de collaborer de manière efficace avec... donc c'est des technos qu'on maîtrise pas complètement. On apprend aussi beaucoup sur les différents projets, et donc on a besoin de collaborer un maximum avec les équipes métiers. Il y a un gros sujet sur le ROI de tout ce qu'on est en train de construire.
Et donc c'est aussi le rôle de nos équipes produits de trouver les bons projets avec les bons ROI. Et puis enfin, le challenge technique. On est une équipe qui utilise beaucoup d'outils déjà dispo sur étagère, d'API, etc. Donc c'est pas spécialement compliqué d'un point de vue technique. Donc c'est pas le challenge principal, le principal pour nous. Et pour conclure, donc chez Brut, la GenAI, on en fait pour assister, pas pour remplacer. Je pense que c'est un message important. Les plus gros challenges ne sont pas des challenges techniques, c'est des challenges plutôt humains de conduite du changement. Le monitoring et le tracing des générations de tous ces outils-là, c'est indispensable comme tout en fait, projet ML. Sauf que là, c'est plus compliqué parce que l'output de ce qu'on produit est non structuré, donc difficile à évaluer automatiquement. Mais c'est indispensable pour pouvoir développer ce type de projet. Il y a aussi un gros sujet sur la gouvernance de la donnée, donc être capable de cartographier l'ensemble de la connaissance qui est produite par l'entreprise, parce que on pense que les entreprises qui vont réussir à bien préparer, à bien stocker leurs données, à bien gérer le cycle de vie de tous ces jeux de données-là, vont pouvoir à l'avenir les utiliser dans un certain nombre de use cases. Donc ça va favoriser des boîtes qui ont une culture de l'écrit et pas une culture de l'oral. Et donc on doit absolument anticiper ce sujet-là avant que toute l'information se perde à jamais. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Merci beaucoup, Clément. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Clément? Waouh, super. Ouais. C'est une question. Tu as parlé tout à l'heure peut-être des illusions que vous avez eues sur les premiers use cases. Ouais. C'était quoi les demandes de tes équipes? Quelles itérations vous avez mis et quels projets vous avez coupés? Donc il y a eu un projet d'automatisation. C'est les attentes qui étaient quand même beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'en fait on pouvait réellement faire avec ces technologies-là. Il y a eu des sujets de génération vidéo à partir d'avatar, ce genre de choses. Aujourd'hui on se rend compte après coup que ça a un peu d'intérêt. C'est intéressant parce que j'en ai pas parlé, mais on a une page qui s'appelle Brutia, qui est géré par un de nos journalistes, Nicolas, et qui fait énormément d'expérimentation avec les outils de GenAI. Et ça permet de voir aussi la réaction des gens vis-à-vis de ces nouveaux outils. Donc il y a eu des choses autour de la génération automatisée de vidéos de bout en bout. Donc on a investi un peu là-dessus et puis après on a arrêté. Il y avait... Donc là, tu as parlé de l'IA pour générer des contenus. Ouais. Et dans l'autre sens, comment contrôler que les IA extérieures n'exploitent pas vos contenus, soit vidéo, soit texte? Alors, Brut publie principalement sur les réseaux sociaux. J'ai une petite liste. Les IA telles que on parle tout de suite de perplexity, ne respectent pas les fichiers, les fichiers robotiques. En fait, on n'a pas la main aujourd'hui sur les plateformes, donc ça dépend de la politique de ces plateformes. Voilà. Donc on n'a pas le contrôle sur ce qui est utilisé ou pas par ces géants. Une question qui est peut-être un peu connexe, c'est comment est-ce que le besoin est arrivé d'essayer d'aider les journalistes à trouver des sources plutôt fiables, c'est-à-dire qui ne sont pas issues d'IA. Ouais. Pour un exemple que j'ai vu là très récemment, Amandine Le Pen sur TikTok, on dit que c'est la nièce ou la cousine, je ne sais plus, de la famille Le Pen, alors qu'en fait elle n'existe pas, et qu'elle a plus de 32 000 followers sur TikTok et compagnie, et énormément de messages pro Rassemblement National qui est mis. Enfin, je me dis, moi, à l'heure d'aujourd'hui et demain, pour un journaliste, c'est pas si simple de faire la part des choses. Alors aujourd'hui, ça reste encore simple. Puis c'est leur métier, de savoir de trouver les bonnes sources, les sources fiables, etc. Mais c'est vrai que demain, avec la multiplication des contenus générés par l'IA, ça va être très compliqué de s'y retrouver.
On n'a pas encore de sujet là-dessus, mais ça va arriver. Ouais. Il y a des initiatives assez intéressantes sur le watermarking ou autre. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on produit quelque chose par l'IA, il faut que ça soit indiqué quelque part, qu'on puisse retracer. Des choses qui sont intéressantes. Je suis un peu la remarque des termes, ma question avec parce que c'est est-ce que tu as commencé à avoir une force comité d'éthique en interne ou tu peux commencer à un peu à tracer les mots, à avoir une vraie critique autour de l'IA là. On fait des ventes sur énormément productifs. Il n'y a rien sur le fond aujourd'hui, sauf que dans un an de lance, la barrière va tomber, on sait tous. Et donc du coup, comment nourrir ce système par rapport à ça, par rapport à l'éthique, parce qu'on voit là sur le bombardement qui existait de fake news sur les programmes de Space et Afrique Food, et comment nourrir se positionne par rapport à ça et comment l'IA peut-être avec ce. Justement, l'objectif de Brutia, donc la page où on fait pas mal de tests avec les outils de GenAI, c'est aussi de sensibiliser l'audience sur ce qu'on peut faire au deepfake. On fait beaucoup de deepfake. Alors, on les diffuse pas sur la plateforme, mais on fait beaucoup de deepfake que l'on montre à des personnes que l'on interviewe pour voir leur réaction et voir aussi la réaction de l'audience et comment ils réagissent face à ce genre de vidéos. Donc on a pas mal de discussions en interne sur tous ces sujets, sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Évidemment, ça va évoluer. Donc, mais oui, il y a un gros sujet sur l'éthique. L'éthique On sait tout le monde réservoir une appel, on en prend une feuille. Le petit, Oui, vas-y. J'ai une question concernant la relation entre les projets IA et le management et les exceptions. Donc maintenant qu'on a fait 1 an et demi au Head-Off on utilise des solutions d'IA de manière un peu innovée, comment est-ce que le management perçoit ça? Est-ce qu'il y a toujours de l'engouement ou est-ce que c'est quand ça s'est soufflé? Est-ce que quand on s'en est à ce niveau-là? Non, il y a toujours de l'engouement. C'est plutôt positif. Et les attentes, du coup, sont un peu moins disproportionnées. Voilà. Vraiment, on est vraiment sur l'objectif du management aujourd'hui chez Brut, c'est de trouver de vrais use cases qui vont avoir de l'impact sur le média ou sur la productivité. Mais pas sur des use cases shiny qui vont pouvoir faire briller Brut en externe, mais pas avoir d'impact concret, quoi. Donc, je trouve que le mindset est plutôt positif là-dessus. Ouais. Question, oui. Ouais, moi j'avais une question sur donc du coup tout à l'heure on peut en faire les différentes étapes du projet de la génération, vérifier les qualités, etc. Est-ce que vous utilisez des agents IA pour faire tout ça ou aujourd'hui vous entretenez avec une forme de fonction séquentielle et est-ce que les agents IA c'est au niveau de la tech c'est une chose que vous étudiez ou vous avez déjà. On n'y est pas encore, ouais, mais on l'envisage pour la suite, donc on commence à... J'ai parlé un peu d'Alexandre, qui est un prestat, un freelance qui nous accompagne sur ces sujets-là. Il en parle beaucoup et par exemple le GPT Researcher, c'est un agent qui va aller chercher de l'information, les sources, créer des résumés, etc. Oui. Mais on n'a pas d'autres use cases avec des agents. C'est une question technique parce que en fait, tous les physiques latines, nous sommes utilisés des frameworks sur le déjà comme l'AWS, en on-chain. On utilise on-chain, ouais. J'ai une autre question sur un de vos projets d'étudier Mistral. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'hackathon ou si c'est un vrai choix technique. Ouais, c'est une bonne question, ouais. Ça, c'est des feedbacks qu'on a de nos journalistes. Ils trouvent que Mistral est beaucoup plus performant sur du contenu rédigé en français. Et il se trouve qu'il y a un hackathon en plus sur le fine-tuning de Mistral, donc c'est parfait, avec des crédits à la clé. Pas de sujet de confidentialité ou pas vraiment sur ces use cases-là. C'est des contenus qui sont publics. Donc de toute façon, les vidéos sont publiques, les titres, les descriptions, les commentaires sont publics, donc il n'y a pas de sujet de confidentialité, c'est vraiment sur la qualité du modèle, la qualité rédactionnelle du modèle. On va choisir Mistral. On pourra tester Anthropic Sonnet. Ouais. Ça nous va arriver. Est-ce que ça serait envisageable comme une espèce pour vous d'essayer de
ça correspond un peu les métriques des vidéos, de côté de taux de visionnage, Ouais. ce genre de choses, avec ce qui est raconté, peut-être le contexte plus médiatique de la vidéo. Tu veux dire ce qui est raconté dans les commentaires ou ce qui est... Par exemple, je sais pas si on voit un commentaire ou même dans la vidéo, c'est possible de faire correspondre ça avec les métriques. Ouais, c'est ce qu'on fait. Je n'en ai pas parlé, mais on analyse du coup les thématiques, les sujets qui sont abordés dans la vidéo. Pareil avec des LLM. Et on essaie de guider aussi le média, faire des recommandations, des suggestions de contenu en fonction, enfin de thématiques, en fonction des performances qu'on observe sur chacune des plateformes, parce que les sujets qui sont intéressants sur TikTok sont pas les mêmes sur Facebook, c'est pas la même audience, et donc à chaque plateforme a ses spécificités. Là, vous avez beaucoup parlé des processus produits. Est-ce que vous avez aussi mis à jour vos processus internes ouais. RH, Non. Non, on a des... c'est-à-dire mettre à jour nos processus RH. Je l'ai utilisé. C'est justement... ouais. Super. On a des projets sur comment on aide les équipes légales, finances, RH à utiliser ces outils-là dans leur quotidien, mais on est au tout début. J'ai une question sur la partie justement gouvernance de la donnée. Ça fait partie des learnings que tu as mentionné comme étant hyper important. Concrètement, pour la gouvernance de la donnée, alors il faudrait peut-être toute une conférence sur comment bien gouverner la donnée, mais très rapidement, donc déjà la culture de l'écrit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petits tips qu'un entrepreneur par exemple peut utiliser pour s'assurer que sa base de données soit clean et exploitable? Définir des responsables sur chacun de ces assets, data assets, mettre en place un catalogue, c'est toutes les bonnes pratiques de gouvernance de manière générale. Définir des cycles de vie de la donnée. Est-ce que mes rushs, je les supprime au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que je les garde parce que je me dis que ça va me servir pour avec des outils GDI pour créer de nouveaux contenus? Dans les slides, vous avez mis un fact-checking. Ouais. Je veux savoir, est-ce que vous avez jeté des éléments dans la boucle et dans ce process Oui. Il y a une série de travaux. Alors, c'est un fact-checking, c'est un bien grand mot pour ce que je disais. Alors, c'est une comparaison entre le transcript de départ, un transcript qui est généré il y a Gladia, tu vois, ça vous parle. Et on vient comparer ce transcript avec l'article final sur certains faits. Donc, on vient détecter des chiffres qui sont mentionnés dans l'article. Et on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur entre le transcript et l'article. Ah oui, vous n'avez pas pioché sur l'information. Non, on ne va pas piocher en externe. Ça reste vraiment dans le cadre de la génération d'articles. Est-ce que vous mesurez combien de gens l'utilisent en interne les journalistes? Ouais. Est-ce que vous mesurez combien il y en a qui l'utilisent? Donc quel est le taux d'utilisation? Ouais. Et aussi quel est l'impact énergétique, parce qu'on ne peut parler de ça, de l'utilisation de l'IA en interne? On traque pas exactement le nombre d'utilisateurs. On sait qu'il y a environ une cinquantaine d'utilisateurs quotidiens qui utilisent l'outil. Et pour ce qui est de l'impact énergétique, non, on n'a pas de façon je connais pas de façon de traquer ça. Je sais pas si OpenAI a mis en place des choses, mais je crois pas. Il y a des projets autour de ça. Ouais. Je travaille là-dedans, justement sur l'impact. Il y a des projets génériques, écologiques, classiques. Ouais. Et pour mesurer sur Facebook après. Et pour l'instant, c'est pas un besoin fort. Ta bonne tracker, Le temps. c'est un faille. Donc. Can I ask you, Yes. where do you, I saw that you use AI in all over the place at your company.
is there somewhere where you can say, here's the biggest business impact currently for using LMMs? And second question, where do you see the biggest impact for the next gen LMMs, like when GPT-5, for instance, comes up? For us, the biggest impact that we expect is on the video generation. We think that every day we buy images, we buy videos to illustrate our content. So we hope that at some point we will be able to use this kind of tools to illustrate all the contents that we. Do you already use text-to-video LMs? No. No. No, we have used tools like Pika or Runway to animate images, but it's not working so well. I was wondering. Yeah. But Wesley? Ouais, j'ai une question. Tu as parlé tout à l'heure des plateformes. Tu disais, on est un peu à la merci de leur politique sur l'AI et comment elle fonctionne. Est-ce que vous avez pioché dans certaines plateformes des médias directement pour alimenter vos. Enfin, tout à l'heure, comme ton Slack Search, ça fait des applications que vous pouvez potentiellement se transformer sur les plateformes parce que vous avez pioché de la data. Directement dans les plateformes, sur nos concurrents par exemple Ouais, sur des médias existants, sur des communautés. Non. Non. Je sais pas. Dernière question. Moi j'avais une question tech où tout à l'heure quand on parlait du Stack Search. Ouais. Et du coup, c'est framework que j'ai écouté les searchers, c'était une magique de combiner avec quelque chose que j'ai pas. Tavily. Avec quoi? Tavily. Ok. C'est un outil qui permet de, à partir d'une question ou output, d'avoir une liste de sources. Ok. Toute dernière. Vous avez qui apporte le conflit À Brut? Non, il y a un. Le contenu généré, alors. On est en train de travailler sur justement un guide de l'utilisation de ces outils. Il y a des outils comme Midjourney où pour avoir une utilisation commerciale des images, il faut avoir un compte premium. Donc on a un compte premium sur Pro, sur Midjourney. Et sur tous les outils qu'on utilise, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc c'est Brut pour le propriétaire de ce qui est produit. Parce qu'à la fois, je crois que le Japon, il a une loi comme pas produit de général. Ouais, je peux pas être licencié tel install. Au Japon? Ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bonsoir à tous, merci pour l'accueil. Je suis donc Marie, je suis machine learning engineer chez 360 Learning. Auparavant, j'ai eu la chance de bosser dans la baie de San Francisco en tant que data scientist chez Vips et Netflix. Et j'ai rejoint 360 Learning il y a un peu plus de 2 ans. Au début sur des sujets plutôt de recommandation de contenu et maintenant plus d'IA générative avec l'avènement de tous les modèles. Donc bien sûr ce que je vais présenter un peu comme Clément a commencé, c'est un travail d'équipe. Je suis pas seule à réaliser tout ça, on est dans 2 machine learning engineers, une totale 4 devs et une chef de produit et une product designer. Donc rapidement un petit peu 360 Learning. Alors 360 Learning, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme de formation à destination des entreprises. Donc ça permet en fait à une entreprise de créer des cours pour former les employés en interne. Donc ça peut être pour l'onboarding de nouveaux collaborateurs, l'apprentissage des techniques de vente, d'outils, de bureautique ou d'outils beaucoup plus spécifiques à une entreprise. Donc en tant qu'apprenant, je vais pouvoir aller sur la plateforme, voir des cours et jouer ces cours. Et en tant qu'administrateur et équipe de formation d'une entreprise, je vais aussi pouvoir créer différents contenus. Donc un cours, ça va être du texte, après avec des images, parfois des documents, des vidéos, des questions.
Et donc, c'est vraiment aux entreprises de créer ces cours quand en fait, nous, on est vraiment un éditeur de logiciels. Quand vous allez sur la plateforme, en fait, elle est vide. C'est à vous de créer ces contenus. Et donc, rapidement, on a plus de 2000 clients. Safran, Michelin, LVMH, on a des gros clients. On a été fondé en 2013. On a levé un peu plus de 240 millions. Et voilà, on est presque 400 employés, dont 80 devs. Donc voilà, il y a 2 machine learning engineers, mais sinon la plupart, c'est des développeurs logiciels plus classiques. Et donc un petit peu le parcours de l'IA générative chez 360 Learning. Au début, on avait commencé par une fonctionnalité assez simple, en fait, qui était vraiment de juste générer des questions à partir d'un cours pour tester un peu les connaissances des apprenants et pour rendre les cours plus engageants. En fait, on avait commencé même un peu avant ChatGPT. Et donc, j'avais utilisé des modèles un peu open source qui existaient sur GameFace. Puis après, bon, ChatGPT est quand même très puissant. On est basé sur ChatGPT. Et nos fonctionnalités un peu plus importantes maintenant et sur lesquelles je vais revenir, c'est vraiment la création d'un cours de A à Z, donc en entier, à partir soit simplement d'un document, donc d'un PDF avec des informations que vous souhaitez diffuser à vos apprenants, soit plus simplement d'objectifs d'apprentissage. Je voudrais que mes apprenants en sachent plus sur le marketing, sur le management de projet, ce genre de choses, et nous, on va vous générer le cours. Et là, ce sur quoi on est en train de travailler, plus de générer en fait un quiz complet, donc une dizaine de questions à partir d'un chemin de cours, de modules, pour pouvoir ensuite avoir un quiz de fin de chemin, pour valider un petit peu les connaissances des apprenants sur tous ces Donc, on va peut-être voir... Donc là, l'idée, c'est vraiment, voilà, vous avez un document. En l'occurrence, c'est un article de blog que j'avais écrit. C'est pas moi qui fais ces vidéos, c'est mon collègue. Et donc, voilà, vous avez un PDF avec de l'information. Donc, c'est plus simple, même si c'est textuel, que vous souhaitez un petit peu diffuser à vos apprenants. Je peux faire un petit peu... Top. Et donc, vous pouvez en fait vraiment télécharger ce document sur la plateforme. Là, on va vous dire que en fait, la préparation du cours est en cours. Et ensuite, vous arrivez en fait avec le cours qui est donc tout fait, avec une introduction de cours. Ensuite, différentes fiches en fait, avec du texte, des questions à chaque fois pour chaque fiche. Vous pouvez sélectionner un peu même la question que vous voulez, et ainsi de suite. Et à la fin, donc là, il y a aussi différents types de questions avec multi-choix ou un seul choix. Et à la fin du cours, il y aura aussi en fait le document en entrée avec les points clés du cours à retenir. Donc là, il nous montre tout. Voilà, donc là, on a les points clés du cours et donc ça vous fait le cours. Donc en entrée, on peut prendre PDF, PowerPoint, Google Slides et Doc. Et donc, un peu comme Clément l'a présenté pour Brut, là je vous ai montré le cours tout fait, mais vous pouvez ensuite l'éditer. Donc, on charge vraiment à être sur un copilote et donc à pas écrire le cours en entier juste pour l'auteur, mais l'auteur peut vraiment garder la main ensuite et modifier forcément le contenu. Donc, pardonnez-moi. Donc, quelques petits chiffres. En gros, c'est une combinaison d'appels qui sont faits à ChatGPT et consorts. Je vais revenir là-dessus. Ça coûte à peu près 3 centimes voilà, de générer un tel cours. On a vu une bonne adoption de la part de nos clients. En fait, ils sont assez contents quand même parce que en fait, parfois, il y a des équipes formation qui savent créer des cours dont c'est un petit peu le métier. Mais l'idée de 360 Learning, c'est d'être assez collaboratif aussi et de permettre à des experts métiers de créer du contenu. Et donc, parfois, il y a des experts d'un outil très technique dont le métier, c'est pas de créer de la formation et qui n'a pas forcément le temps. Et là, en fait, on offre la possibilité, à partir juste de ce document, d'avoir une première trame, d'avoir des questions qui permettent aussi de rendre le cours plus engageant et de suivre une certaine trame pédagogique qui est intéressante pour les apprenants. Et donc, souvent, en fait, bien sûr, il faut retravailler après, mais on a interviewé un peu des clients qui étaient plutôt contents du retour et de l'utilisation de cette fonctionnalité. Donc derrière, comme je le disais, on utilise aussi LangChain comme Brut finalement. Et donc l'idée, en fait, pareil, c'est une succession d'appels. Donc en fait, on va prendre ce document, on va un petit peu le résumer et ensuite demander de faire un plan du cours. Et à partir de ce plan du cours, on va un petit peu rédiger les slides, donc les fiches de texte,
plus ou moins en parallèle. Et ensuite, pour chaque fiche, on va avoir des questions qui vont se porter sur le contenu de chaque fiche. Et alors, on va chercher des images. Alors, on ne génère pas, on utilise Unsplash, qui est une banque d'images gratuites. C'est différent. Voilà, ça, c'est un des challenges qu'on a eu. On peut en revenir dessus, mais c'est pas évident de trouver des bonnes illustrations. Et la génération d'images n'est peut-être pas encore tout à fait mature. Oui. C'est un cas où vous dites, j'aurais fait ça, le soir document, c'est confidentiel. Est-ce que vous pouvez s'en connaître pour faire Alors non, tout est sur le cloud. Mais d'une certaine manière, en fait, de toute façon, quand ils créent des courses sur notre plateforme, ils acceptent aussi l'idée que les courses sont stockées sur le cloud Azure. Donc en fait, c'est la même chose. Et là, nous, en fait, on passe par Azure OpenAI. Donc j'ai peut-être un talk ici. Donc en fait, ça... Pas OpenAI tout court, mais Azure OpenAI, parce qu'en fait, il y a des garanties en termes de sécurité des données. Alors, depuis, je pense qu'OpenAI s'est un petit peu amélioré, mais au tout début, c'était pas hyper clair, et notre équipe sécurité a dit non. Et donc, en plus, on était déjà sur le cloud Azure, donc l'intégration s'est faite hyper facilement. Mais c'est un petit peu notre garantie sécurité. On fait des appels sur des instances qui sont en Europe pour le RGPD. Et même maintenant, sur une plateforme aux États-Unis, on va faire des appels sur les instances aux États-Unis et on s'assure que la donnée n'est pas stockée ensuite par Azure OpenAI pour le réentraînement des modèles. Voilà, donc ça c'est un petit peu la chaîne d'appels qu'on fait. C'est là que ça devient intéressant. C'est vrai que sur la génération de questions, c'était juste un appel et ça revient. Au début, je me suis dit, bon, bah, en fait, je ne sers à rien. Maintenant, ChatGPT peut le faire, mon taf. Et là, en fait, on voit que finalement, les systèmes se complexifient, les mécanismes se complexifient. C'est comment je gère un premier appel, puis un second appel qui réutilise. Et il y a aussi des notions d'embedding et forcément un petit peu de RAG, dont vous avez peut-être un peu entendu parler. Alors là, c'est une RAG un peu spécifique parce qu'elle est très temporaire, un peu au document qu'on va créer. Il faut s'imaginer qu'un document, ça peut être assez long. Là, on a mis 50 000 tokens, on va peut-être réévaluer. Et les fenêtres de contexte, pour le moment, c'était peut-être... au début, c'était plutôt 4 000, là, c'est peut-être plutôt 16 000. Mais dans tous les cas, à un moment, il faut découper ce document, en fait, le résumer pour en faire le plan du cours. Et ensuite, quand vous allez chercher à générer fiche par fiche, vous allez chercher, en fait, les parties du document qui se rapportent à une partie du cours. Et donc là, on a une sorte de RAG où on va un petit peu vectoriser de manière temporaire, parce qu'en fait, après, on efface, on n'a pas besoin de retenir pour pouvoir en fait générer le cours en entier. Alors vous allez me dire, oui, mais les fenêtres de contexte, elles augmentent, alors oui, c'est le débat, est-ce que le RAG va disparaître alors peut-être que ça va aider pour certains documents. Finalement, c'est vrai que pour un document maintenant qui fait 20 000 tokens, on va peut-être pouvoir utiliser certains de ces modèles, mais bon, je pense qu'on aura toujours des documents qui vont se séparer. Et ensuite, la qualité de ce qui est généré, elle n'est pas toujours garantie avec des longs modèles. Voilà, et donc il retient plus ou moins certaines informations. Mais du coup, dans ce qui est généré, est-ce que vous gardez le lien avec les extraits des documents? C'est-à-dire que dans le cours, la personne qui suit le cours a la possibilité de dire « Ah bah tiens, pourquoi la réponse est ça ?» et éventuellement revenir sur la source. Alors, pas sur la... en fait, on met le document, on met un lien vers le PDF à la fin du cours, mais il n'y a pas effectivement de lien vers quelle partie du document ça a été réalisé. C'est vrai que c'est pas une demande qu'on nous a faite, mais pourquoi pas. Non, mais ça permettrait de garantir... Parce qu'on a des bases de retour d'expérience, enfin des bases documentaires qui sont très grosses. Oui. Ça peut être un l'embedding, justement, pouvoir remonter sur le... Là, c'est vrai que c'est un document, un cours. Donc, en fait, voilà. Ce qui pourrait être intéressant, c'est si on supportait plein de documents. Et là, effectivement, il y aurait effectivement l'intérêt à dire, bah là, c'était le document numéro 1 ou le document numéro 2. Oui. Ça pourrait être ça même. Oui. J'ai vu que vous partiez à Google Slide et nous différents types de slides. Est-ce que du coup, vous faites une multimodal où tu as des images Alors, oui, en partie, parce qu'en fait, pour faire le parsing des documents en entrée, on utilise Azure Document Intelligence et intégré en fait dans leur outil, il y a une forme d'OCR sur les images. Donc, ils sont censés être capables de lire ces images. Après, il y a pas mal de clients parfois qui nous envoient des slides avec eux, des graphiques, et qui nous disent « Ah, mais il n'y a rien ». Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'extraire encore tout à fait d'un graphique. Donc, s'il y a du texte bien écrit sur une image, on serait capable de lire, mais il n'y a pas ce côté encore « j'interprète l'image et je vois qu'il y a un bonhomme sur l'image qui est dans une usine » ou quelque chose comme ça. Donc, de ça se passe pas par l'embedding qui... Voilà, non, il n'y a pas encore multimodalité au sens de GPT-4o qui est capable d'interpréter ce qu'il y a sur une image. Mais potentiellement, oui. Imaginons qu'il y a un PDF qui est 50 pages. Oui.
il faut générer des changes par ce parti, par une grande partie de Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, il va y avoir un processus où on va prendre chaque morceau du document, on va un petit peu le résumer, pour ensuite avoir un résumé du document pour pouvoir faire un plan de cours, qu'on ait un petit peu toutes les notions du plan de cours. Et ensuite, pour chaque partie, on va aller rechercher en fait quelle partie du document se rapportait à la partie du cours qu'on s'agit d'analyser. Le chanson, Ouais. il est valide, et là, vous faites une fois, ne peut pas 256 caractères au fait de change. Voilà. Prédéfini Oui. et adapté par Non, c'est prédéfini. Pour l'instant, c'est statique. On a un projet, on a un stagiaire qui nous a rejoint, effectivement, pour pouvoir essayer d'améliorer un peu ça. C'est pas facile d'évaluer à quel point on pourrait améliorer à quel point le contenu est vraiment fidèle. Alors, a priori, on n'a pas noté énormément d'hallucinations parce qu'on essaie vraiment de le baser sur ce document, mais est-ce que tout le contenu du document est bien couvert dans le cours et tout ça? Il faudrait qu'on s'en assure un peu plus. Donc ça, c'était... Ah oui, le document. Et ce dont je vous parlais un petit peu et qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des paramètres qui permettent en fait aux administrateurs de dire un petit peu, de personnaliser un petit peu plus le contenu du cours généré. De dire, bah voilà, je voudrais que le cours soit de telle longueur. Donc nous, on dit à ChatGPT, bah fais-nous un plan avec tant de sous-parties. Je voudrais que le résumé soit un peu comme ça. Et là, on est encore en train de travailler là-dessus. On se rend compte qu'il y a peu d'administrateurs encore qui l'utilisaient. Je pense qu'il est encore un petit peu caché. Mais ça peut être intéressant. Voilà, là, on voudrait un peu plus personnaliser la tonalité de la voix, peut-être le style. Est-ce que c'est du vouvoiement, du tutoiement, peut-être de l'écriture inclusive, le nombre de questions que vous voulez rajouter, est-ce que vous voulez des points clés, est-ce que voilà, il y a une manière un petit peu de personnaliser ça. Une autre question. Oui. C'est des élèves qui sont habitués de regarder dessus. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plus qu'on va modifier les prompts. Nous, on est vraiment sur du ChatGPT 3.5 et du GPT-4. On n'a rien spécialisé. Même les autres, par exemple, peut-être qu'en français et en anglais. Alors, on fait toutes les langues. C'est tout l'intérêt de nos amis GTT, c'est qu'ils sont assez flexibles. Alors, on n'a pas... Est-ce que le méthode est vraiment différent pour eux? Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a dit qu'on supportait en fait la création de cours pour toutes les langues qui sont admises sur la plateforme de nos clients. En majorité, c'est quand même beaucoup de français, d'anglais, un peu espagnol et allemand. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré quelques cours. On a demandé un petit peu à des gens qui parlaient ces langues de regarder. On sait forcément que GPT est nettement meilleur en anglais qu'en français, en allemand, et encore que dans des langues encore plus petites, j'imagine. En chinois, c'est une grosse langue, mais je suis pas sûre que toute la tokenisation ait toujours été optimisée pour ces langues-là. Donc, on supporte, on n'a pas mené une évaluation très précise de la qualité dans ces langues-là. Très bien. On fait confiance à ChatGPT. Et c'est intéressant ce qu'a dit Clément en disant que finalement Mistral était meilleur grammaticalement en français. C'est vrai que parfois ChatGPT pose des questions en français et c'est un tout petit peu maladroit pourtant. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant pour nous d'explorer peut-être plutôt d'autres modèles. Voilà, et donc en fait le pendant un petit peu et qui se ressemble beaucoup, c'est que là, au lieu de mettre un document en entrée, vous allez plus renseigner des objectifs d'apprentissage pour vos apprenants. Bon là, j'en ai mis qu'un seul, mais ça pourrait être, voilà, je voudrais qu'ils apprennent ça, ça et ça. Et nous, on va essayer de suivre un petit peu ce que vous méritez. Et donc là, ça va être... on voit qu'on va donc se personnaliser cette image. Ensuite, on va générer un peu la description du cours qui va apparaître et qui ressemble beaucoup finalement à la fonctionnalité précédente. Et enfin, après, on générera en fait le cours en entier dont... je vais me couper là. Alors c'est... Voilà. Donc pareil, avec différentes fiches. Et pour chaque fiche ensuite, donc ça reprend beaucoup des éléments précédents. Pareil, là, les gens étaient plutôt contents de la fonctionnalité. Alors, c'est beaucoup modifié, parfois c'est pas parfait, on se rend bien compte, mais ça peut donner en fait une première trame, une première idée de structurer le cours avec des questions, et après, libre à vous d'écouter ce cours. Donc voilà, donc ça fait pas tout, mais c'est pas mal. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que on a essayé de le personnaliser un petit peu.
C'est-à-dire qu'on pourrait juste demander à ChatGPT, vous pourriez dire fais-moi un cours sur le management de projet. Et donc là, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en tant qu'entreprise, vous avez déjà créé des cours en fait sur votre plateforme. Et peut-être qu'il y a des cours qui sont un petit peu reliés au management de projet, qui parlent d'outils que vous utilisez en interne et tout ça. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un peu dans la base de données de cours déjà existantes pour voir s'il y a des cours qui se rapportent au sujet du cours que vous souhaitez générer. Pour essayer de personnaliser un petit peu plus. Et ce dont on se rend compte, c'est que là, il va être capable de dire ok, vous utilisez Trello pour le management de projet, et donc il va un peu plus parler de Trello, alors que si on lui demandait de manière un peu classique, il n'en parlerait pas forcément. Et donc là, on a intégré une forme de RAG. Donc là, en fait, on avait déjà indexé tous nos cours dans Elasticsearch pour la barre de recherche de la plateforme. Donc moi, j'ai juste réutilisé la barre de recherche, en gros. Donc je fais un appel à Elasticsearch. C'est un appel juste par mots-clés. Alors, il n'y a pas d'embedding et de vectorisation. Alors pourquoi déjà, c'était quand même beaucoup plus simple de réutiliser ce qui existait parce que faut faire toute une nouvelle pipeline pour embellir tout ça. Et de deux, en fait, BM25, qui est donc l'algo de Elasticsearch, il marche quand même pas mal. Et on vous dira souvent que il vaut mieux commencer par une recherche par mots-clés avant de passer tout de suite par une recherche vectorisée, vectorielle. Et souvent, en fait, c'est des mots assez techniques que les entreprises utilisent. Donc, de toute façon, en fait, je suis pas sûre que des embeddings seraient capables de retrouver ça. Alors que là, si vous tapez un mot assez spécifique à votre entreprise, on est sûr de le trouver. Encore une fois, ce stagiaire peut-être va pouvoir nous aider à améliorer ça et voir à quel point parce que pour le moment, honnêtement, je prends les 10 premiers résultats, je les envoie à ChatGPT et voilà, on pourrait avoir une leçon de re-ranking, de dire j'embête et puis je regarde ceux qui sont plus pertinents par rapport à ma query. Enfin, il y en a plein de manières de l'optimiser qu'on est en train de regarder. Voilà, donc ça c'est l'architecture un peu globale. On a un service sur Fast API qui communique avec la plateforme principale. Donc en fait, mon collègue et moi, on bosse pas mal sur la partie Python du service et les devs sont plutôt sur la partie TypeScript de la plateforme. Et donc voilà, en fonction d'eux, on va faire de la génération de questions, la génération de cours et tout ça. En termes de performance, il y aura des cours, vous faites quoi comme temps de réponse? Alors, Elasticsearch est hyper rapide parce que pour le coup, c'est optimisé pour ça, donc c'est une centaine de millisecondes grand max. Et après, ce qui prend du temps, c'est toujours la génération via ChatGPT. Alors là, effectivement, c'est un sujet que j'évoque un peu après. Là, ça prend, alors idéalement 30 secondes, mais en ce moment, les GPU sont peut-être un peu utilisés, mais facile 1 minute, donc il a fallu trouver un petit peu des moyens de faire patienter les utilisateurs. Et c'est aussi tout le compromis entre ce que j'utilise 3.5 et 4. Alors oui, 4 c'est un peu meilleur, mais il est quand même bien plus lent. Alors 4.0 est maintenant beaucoup plus rapide. Alors moi je suis une grande partisane de 3.5, mon collègue plutôt 4, mais voilà, donc du coup il y a certains appels qui font appel à ChatGPT 4 et d'autres à 3.5 en fonction un petit peu de sur les campagnes. Et Azure accélère pas les choses. Azure, ça dépend un peu des GPU qu'ils ont disponibles et des demandes. C'est-à-dire que si vous faites une requête un dimanche à 15h, ça ira plus vite que le mardi matin à 10h du matin. Voilà, et ça dépend aussi par livraison de GPU et tout ça. Ça ressemble un peu à une nuit pour faire patienter. Voilà. Je peux y aller tout de suite. C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que là, je vous en ai montré la première UI qu'on utilise pour la génération d'un cours à partir d'un document. Je sais pas si tu te souviens, mais tu rentres ton document et ensuite on te dit on le prépare en arrière-plan et on t'envoie un email quand c'est prêt. Et donc voilà, c'est un petit peu une première stratégie. Donc ça peut prendre 2 à 3 minutes. On t'envoie un email, votre cours est prêt, hop. Voilà. Donc ça, c'est une première stratégie. Sur la title to cours, ce qu'on a fait, je sais pas si on avait vu, mais d'abord, ça générait en fait... on génère en 3 appels. En gros, ça va d'abord changer l'image, puis la description, puis le reste de la outline. Donc c'est un petit peu un trick. Alors, il y a des plateformes Tom AI qui vous génèrent des slides et qui le font en streaming. Donc ça, ce serait une bonne manière. Le streaming, ça fait apparaître beaucoup... ça fait moins d'attente. Nous, on est sur pas mal de legacy code aussi, donc c'est pas si évident que ça d'inclure du streaming. Et voilà, donc là, il y a la description, donc ça, voilà. Et ensuite, le reste apparaît ici, donc c'était un peu une technique. Et pour la génération de questions, c'est qu'on le fait un petit peu en arrière-plan, c'est-à-dire qu'à peine vous avez fini de modifier une fiche, qu'on va lancer un appel à ChatGPT, comme ça, quand vous allez chercher la question, elle est déjà prête.
Et là, on va générer un quiz à partir d'un pass. Là, pareil, ça va faire un appel dans l'arrière-plan. Vous pouvez continuer à éditer vos cours, et puis ensuite, ça va. Mais oui, c'est un petit peu des questions qu'on se pose pour bosser là-bas avec de la synchrone. Ou idéalement, si vous avez une nouvelle plateforme, je pense que le Trello, c'est pas mal. J'ai une question plutôt sur le modèle. D'après ce que j'ai vu, je ne connais pas très bien ce plan, mais c'est en cours, c'est composé de slides, des slides avec des questions. Est-ce que c'est un modèle que vous aviez déjà avant d'utiliser l'AI ou c'est un modèle simplifié parce que c'est plus simple pour... Non, on a vraiment réutilisé l'architecture d'un cours sur 360 Learning. Donc, ça peut être différents types d'activités qui vont être effectivement des fiches, donc avec parfois des vidéos, des documents, des questions. Donc, on a repris ça et on a essayé de bosser avec des experts un peu plus pédagogie au sein de la boîte pour intégrer un peu ces questions. Et... Alors, idéalement, ce serait encore plus interactif comme format de cours. On pourrait générer... Voilà, on regarde forcément, générer un peu en format podcast avec du son, générer de la vidéo. Donc il y a un transcript, on en fait de la vidéo. Donc pourquoi pas un peu, voilà, c'est ça, conversationnel. Les images, là c'est Unsplash, c'est pas super. On est en train de travailler aussi sur l'extraction des images du document. Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait il y a plein de petites images dans un document et elles sont pas toutes pertinentes. Et donc il faut évaluer leur pertinence. Donc il y a, voilà. Donc, pour la réponse, on a réutilisé les briques existantes d'un cours et on les a avancées un peu. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut imaginer un cours où quelqu'un poste une vidéo et ça trouve les questions sur les vidéos? Genre, des questions métiers. T'as fait ça? Si, tout à fait. Et alors, on le fait en fait, plus ou moins déjà, parce qu'en fait, on peut générer des questions à partir donc, de textes. Mais on a déjà une option qui transcrit les vidéos pour les sous-titres. Et donc, nous, on a réutilisé en fait cette fonctionnalité. On va chercher les sous-titres des vidéos et on génère des questions à partir de ça. Et donc, on peut faire ça pour les questions. Et là, pour la génération d'un quiz à partir d'un module, pareil, on va aller chercher les vidéos. Et... Parce qu'il faut que tu laisses, s'il n'y en a pas un geste technique. Ah oui, donc on ne va pas interpréter du tout. Ouais, voilà. Une des difficultés aussi, c'est sur la qualité de la transcription. Parfois, il y a des mots un peu techniques qui sont utilisés par les entreprises et... Nous, on passe par Azure Speech to Text, en fait. On utilise beaucoup Azure. Et parfois, si un mot est mal traduit, forcément, dans la question, ça cascade un petit peu. Mais justement, sur les mots qui sont très techniques, les métiers qui sont très techniques, comment vous envisagez de gérer justement cette technicité, les synonymes en français, peut-être entre les langues? C'est une bonne question. Alors là, justement, on bosse à l'adaptation de la fonctionnalité, là, je vous montrais, qui était tout compte management. Et donc, dans l'idée, on pourrait avoir un paramètre qui permet en fait aux entreprises de rentrer des mots techniques. Par exemple, boulanger a plein de noms de produits. Et ils pourraient rentrer cette liste. Donc déjà, ça nous aiderait parce qu'ensuite, à l'API de Azure, on peut envoyer un keywords et ils sauront reconnaître si ces mots apparaissent dans la transcription vidéo. Idéalement, en fait, on pourrait même le détecter nous-mêmes. S'ils ont déjà des documents et des textes, on pourrait en fait faire une extraction de mots un peu qui leur sont très spécifiques. On étudie ça, mais... En fait, je pense qu'il faut aller au-delà du mot. Il faut faire les analyses lexicales pour aller au niveau du concept. Ensuite, pour la recherche, un petit peu... ouais. Alors, c'est des questions qu'on se pose parce qu'effectivement, pendant notre barre de recherche, elle est donc purement sur des mots-clés. On a regardé un peu la vectorisation. Ça demande un petit peu des changements sur Elasticsearch. Mais forcément, c'est des conseils qui sont spécifiques. Alors après, est-ce que nous, on veut entraîner nos propres modèles d'embedding? C'est une question qu'on se pose. Parce que finalement, je pense que ce serait plus simple d'entraîner ça qu'un modèle de génération. Il y aurait des manières de le faire. Bon, c'est pas... Encore une fois, il faut mesurer aussi le retour sur investissement à chaque fois et c'est pas très clair. Et pour comprendre comment c'est fait, on a les premiers éléments que la personne vous donne. Oui. On découpe ça en keywords. Et en fait, derrière, vous cherchez une base de connaissances de sur Elastic. Ah oui, donc oui, tout à fait. Donc ce que je fais, c'est... par exemple, le titre du cours, ça va être Project Management, ou ça va y avoir des objectifs de cours. Alors maintenant, on part vraiment des objectifs d'apprentissage. Donc j'ai une première requête à ChatGPT qui dit « Extrais-moi les keywords ». Et ensuite, j'envoie ces keywords à Elasticsearch, ça me retourne à des activités et je les concatène et je les envoie à ChatGPT. Quand je lui demande ensuite de générer le cours. Voilà. Et est-ce que vous récupérez de Elasticsearch? C'est en fait les cours qui ont déjà été créés
sur cette plateforme. Ah ouais. Donc, voilà, si vous êtes HEC et que vous avez déjà fait un cours et qu'on crée un nouveau cours, on va aller regarder un peu quel cours vous avez déjà fait pour voir si on peut trouver du contenu qui s'y rapporte un petit peu. Quand même, dans la plateforme, on a tout intérêt à composer les cours qui sont plus loin des liens entre eux. Ça, voilà, un peu, voilà. Si je fais biologie et je fais physique, ça ne va pas marcher. Pas forcément. Donc, ouais, si je fais biologie et médecine, là, je suis pas content. Oui, voilà, s'il y a un outil spécifique que vous utilisez, ben, nous, on sera capable de le retrouver. Enfin, ça peut aider. Ouais. Est-ce que vous pensez au panier dans une famille d'affaires, c'est aussi que vous avez déjà parlé de la médecine. Est-ce que vous avez des techniques pour séparer l'itérationnement interne qui correspond à la folie ou une autre? Quand je fais la recherche Elasticsearch, non, c'est vrai que je déduplique, donc s'il y a deux fiches qui sont le même texte exactement, je regarde qu'un seul. Mais effectivement, j'ai pas cette notion. Il pourrait être une sur Elasticsearch pour qu'il me renvoie un premier, les plus récents et tout ça, mais pour le moment, je le fais pas. Oui. Je prendrai le mot les premiers résultats. Freestyle. C'est pas facile. En fait, c'est pas du tout évident. Hein. Là, c'est un autre challenge si je dois enchaîner un petit peu, mais en fait, l'évaluation, elle est pas du tout évidente. Même déjà, quand on essaie de faire une première phase de test en interne, savoir si ça c'est une bonne question, si ça c'est un bon résumé de cours et tout, c'est pas toujours évident, même parfois sur des sujets qu'on maîtrise pas forcément. Moi, je demande à ma TM de regarder des cours de boulanger, de savoir si la question est pertinente. Elle me dit ça a l'air, mais c'est pas très clair. Donc on fait pas mal de tests. On a des Clément utilisait Streamlit aussi. Streamlit c'est devenu mon nouvel ami. On fait beaucoup de tests sur Streamlit. On génère, on demande aux gens de l'équipe est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas. On récupère des feedbacks et on itère. Et ensuite, on demande aussi à des gens un peu plus largement sur 360. Et après, en phase de production, alors c'est pas évident, la chef de produit fait pas mal d'interviews avec des clients, donc on a des retours. Et là, on aimerait bien voir si il n'y a pas moyen d'interpréter déjà les feedbacks qu'on appelle un peu implicites. Qu'est-ce que ça veut dire implicite? C'est si ma question a été modifiée, si mon image a été changée, si mon cours a été changé. Je peux potentiellement déjà mesurer ça, voir à quel point c'est modifié. Alors après, ce qui va faire, c'est interpréter qu'est-ce que ça veut dire si ma description du cours elle a été modifiée. Est-ce que c'était vraiment nul? Est-ce que c'était juste pas tout à fait le bon phrasé? C'est pas toujours évident. Donc après, il y a des mécanismes de feedback explicites. Là, je sais pas si vous avez vu, mais ChatGPT, typiquement, il vous donne 2 réponses et vous demande de choisir un peu la meilleure et tout ça. Donc là, pareil, est-ce qu'on pourrait demander aux auteurs ce qu'ils en pensent, mais ça rajoute de la friction avec pas forcément des retours très volumineux. Donc on peut voir comment on travaille sur l'évaluation. Comment vous savez justement sur les hallucinations, comme ça, justement, comment on est en processus de c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser un peu des mécanismes de RAG, même si c'est pas parfait. Sur le document, en général, il reste assez fidèle finalement au document d'entrée. On lui dit vraiment, génère un résumé de cette partie-là et on n'en a pas trop noté. Après, sur la génération d'un cours à partir de feed, c'est bon. Effectivement, il va générer. Donc, si vous lui dites, généralement un cours sur un concept qui n'existe pas, il va inventer quelque chose. Bon. Là, j'ai envie de dire, c'est pas évident, effectivement. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir cette RAG en interne pour aller chercher du contenu. Ouais, faut pas trop équivalent. Voilà, si c'est. Vous savez vous-même, si vous posez une question à ChatGPT, il va y répondre. Peu importe, cite-moi un lien qui trouve telle chose, il va vous citer un lien. Donc voilà. Mais effectivement, on ne mesure pas très bien le degré de l'hallucination et de. Yes, Rouge. Yes, of course. I was wondering, you said that the client is happy that sort of it saves time, or they save time for creating the courses, but they also give you feedback of if the quality actually is better of these courses in comparison to, let's say, manual one. And then a bonus question: are there any course topics where so far the Gen AI completely fails? Good questions. You save them time. They still have to edit the course. It's hard to tell about the quality. I think for experts, it might be more helpful because they don't have time to create all the questions and know how to structure the course. So in that sense, we hope it's better. We are measuring a little bit how much a course generated with AI is being shared among learners and how
many times being attempted and completed. So hoping it gives us like some idea of the quality of the course. So that's something we can look at. So far, generative, like courses created with generative AI are less shared than like courses created without AI. So we still have like some improvement. So that's the first point. And pour this question, was there epic fails in some Ah. topics? That's a good question. I think for some types of documents where it doesn't read like some charts or images. Like tables, I guess. Right, exactly. So that's harder. Yep. And sometimes also it's difficult for some platforms. Not all their courses are in text. Sometimes they have like PDFs that we don't always parse, or SCORM, which is like a very specific type of courses, and we don't read them. So when they generate a new course, we don't really have, or Genialis, for instance, it's like also an interactive format. So we don't have access to the entire content of a platform. So it's more about data quality and data formats. You're right. Yeah. Okay. Yeah. That's it. Sur la gestion des risques, qui est responsable si le cours, si les éléments du cours sont faux et erronés, qui pourraient être graves parfois dans certains contextes? Qui est responsable? C'est le client ou que la plateforme? Plutôt le client. Ouais, c'est le client. Ils sont quand même pas... Non mais en fait c'est comme le but finalement. Je pense qu'il a commencé il y a 2 jours. Non mais c'est comme vous si vous écrivez un article de blog via un IA, si vous décidez de le publier finalement. Voilà, pour le moment, en fait, ce que vous partagez à vos auteurs, vous restez vraiment en contrôle à vos apprenants, vous restez en contrôle sur contenu. Je prends le parallèle avec les voitures autonomes. S'il y a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui conduit? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que celui qui a fait les AI? Voilà, la différence, c'est que quand même, la personne qui génère le cours, elle peut relire le cours et vérifier, alors que quelqu'un qui est dans une voiture autonome, il ne peut pas vérifier qu'elle va faire. Oui, je suis d'accord. Et d'où l'accompagnement des utilisateurs qui est extrêmement important. Oui. Et à un moment, il faut des garde-fous pour être capable. Et là, je rejoins l'IA Act et d'autres sujets. Mais il faut qu'on mette en... Est-ce que la plateforme, du coup, va proposer justement, je ne sais pas, des moyens pour mettre en place justement ces contrôles et sensibiliser aussi les utilisateurs? Il y a dans cette partie, la prompt management que je vous montrais, il y a une partie compliance. Et on fait relire parfois, donc vous pouvez dire, voilà, je veux vraiment que ça suive telle réglementation, RGPD ou pas de diffusion de données. Et on fait relire par ChatGPT et on lui demande est-ce qu'il y a des données sensibles. Azure a déjà un content filtering qui est inclus. Donc en fait, tout contenu qui est généré via Azure, si vous n'avez pas désactivé content filtering, ne sera pas sensible. Voilà, c'est un petit peu les garde-fous qu'on utilise. Est-ce que vous avez d'autres choses intéressantes à dire? Peut-être d'aller passer au LLM Master. Pour l'évaluation? Oui, on y pense. Avec du RAG pour tirer le remoindre de l'évaluation d'après. Ah. Je sais pas, pour l'histoire d'utiliser des LLM Manager à ce moment bien d'accord. C'est-à-dire que tu ferais une deuxième couche, tu génères, ensuite tu redemandes de vérifier que c'est bien pertinent. Oui, on pourrait faire une deuxième couche, oui. C'est vrai qu'on est parti du principe que la première génération était factuellement correcte. Voilà, on pourrait faire une deuxième couche. Savoir si c'est bien... D'après ce que j'ai vu de la présentation, c'est les utilisateurs qui uploadent leurs documents. Oui. Est-ce que vous êtes connecté à des data warehouse de vos clients ou des document stores, je sais pas? Non, pour le moment, non. C'est une décision que... Est-ce qu'on veut faire un knowledge management ou pas? Pour le moment, c'est vraiment eux qui rentrent dans notre vie. Mais on pourrait imaginer qu'à partir d'une base de cours déjà existante, de documents, on pourrait... suggérer des nouveaux contenus, être un peu plus proactif. Là, pour le moment, on leur demande vraiment de rentrer un document en entrée. Mais on pourrait se dire, les apprenants ont cette fonctionnalité qui permet de dire, voilà, un cours sur lequel j'aimerais apprendre. On a des questions dans les forums, on a des réactions qui disent, ce contenu n'est plus à jour. Et donc ça, en fait, c'est des réactions d'apprenants qu'on pourrait utiliser et dire, là, ce contenu, il faudra peut-être le réécrire. Voilà une suggestion. Il y a tel document, il a été beaucoup consulté. Peut-être on pourra en faire un cours, on pourrait le découper. Ça, c'est des idées pour vraiment...
à la fin, finalement, on pourrait avoir aussi une forme d'hyper-personnalisation de l'apprentissage où il y a du contenu. Martin préfère un format rapide avec vidéo. Je sais pas, une autre personne va préférer plus long avec du texte. On pourra peut-être essayer d'analyser ça. Toujours. Sur l'adoption des Césars, Oui. tout le monde en utilisait. C'était des gens qui faisaient des feedbacks intéressants, c'est des gens qui ne préfèrent pas des luttes à l'ancienne. Oui, il y a un peu de tout ça qu'on a quasiment 15% des cours maintenant qui sont générés grâce à une fonctionnalité d'IA. Donc on est plutôt content. Après, effectivement, ils sont un petit peu moins partagés, donc on continue à suivre l'évolution sur le funnel. Il y a des entreprises qui utilisent beaucoup, qui aiment beaucoup, et il y en a qui sont un peu moins partisanes, voilà, qui préfèrent son autre format, ou peut-être des documents un peu différents en entrée, ou une autre façon de... C'est pour Paris, c'est une bonne question. Parfois, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, voilà, de regarder un peu ces fonctionnalités-là. C'est peut-être moins ce qui les intéresse. Après, il se peut que parfois ils étaient déçus par un cours et ils n'aient pas forcément retenté. Voilà, c'est pas. Ouais. Alors, du coup, est-ce que vous avez une feedback nous pour justement essayer de voir si les gens sont satisfaits de la classe? C'est ce qu'on essaie de construire. Okay. D'interpréter cet implicit feedback, de faire des customer discoveries. C'est vrai qu'on a une stratégie, on a essayé de mettre pas mal de fonctionnalités en place. Et maintenant, on essaie vraiment de plus comprendre comment les utilisateurs les adoptent. Ouais. Clément nous a tout à l'heure beaucoup parlé de ses usages internes de l'AI. Et toi, tu nous as beaucoup parlé de tes produits. Oui, ouais. Vous avez tes clients. Est-ce que vous avez des usages internes? Et si oui, est-ce que c'est quoi qui est parmi? C'est une bonne question. C'est vrai que moi, je suis vraiment sur une squad dans mon produit, donc on s'est focalisé externe. Je me suis un peu moins préoccupée des utilisations en interne. Donc c'est intéressant de voir que Clément s'est un peu occupé des deux côtés, même s'ils ont fait beaucoup d'appels à des outils déjà créés. Il y a des équipes opérations qui ont un petit peu commencé à regarder des outils comme Dust pour avoir des chatbots un peu en interne et tout ça. Mais j'étais un peu moins sur ce sujet-là. Est-ce que vous mesurez le pourcentage de contenu généré par l'IA qui est modifié? On est en train de... Voilà, on aimerait... on regarde un peu le pourcentage d'images. Alors, en fait, il faut regarder... c'est pas facile... faut mesurer la distance, un peu les edit distance d'un texte, à savoir à quel point il a été mesuré. Donc on itère un petit peu sur ces métriques-là, ce qui n'est pas forcément évident. Vous avez des pistes de métriques justement qui n'auraient fait de... Regarder un petit peu effectivement les distances. Après, il pourrait y avoir des distances plus vectorielles. Il pourrait y avoir donc soit de embedding sémantique, soit peut-être des bag of words, et on peut garder un peu la similarité entre deux textes. C'est un petit peu ce genre de... Oui, il faudrait regarder. C'est pour Stavien? Non, ça c'est moi, ça. Non, je fais quelque chose. Voilà. Là, je vois par rapport au contenu que vous avez de templates basés sur une tête, mal, les quiz. Oui. Ce qu'il y a d'autres, les data programmes, en termes de cours, let's go, des jeux. On aimerait rendre le contenu plus interactif. Soit on s'est posé la question de la création peut-être d'un podcast avec des text-to-speech, potentiellement la génération d'images. Je sais que les modèles se sont bien améliorés. La vidéo, il y a des outils comme Synthesia en fait qui ont voilà, donc je sais que Clément parlait de AgeN avec un deepfake, voilà, c'est un peu donc on regarde cette intégration là et qui pourrait être super dès que vous mettez à jour votre cours, la vidéo est mise à jour, elle est pratique dans toutes les langues, donc c'est un gain de temps assez fou. Donc ça, pareil, il faut regarder, il faut rendre un... Là, c'est vrai que des retours qu'on nous a fait, c'est bon, c'est chouette, mais c'est un peu statique comme format. Il faudrait le rendre un petit peu plus interactif. Je vois des questions, parce qu'on vit un peu la même chose au wagon. Est-ce qu'il y a une approche de faire de l'adaptive learning, en train de se donner un élève qui a l'air un peu ou quoi que ce soit, d'avoir un parcours qui est développé ou... Oui, tout à fait. L'idée même du quiz à la base, c'est qu'on génère un quiz et qu'en fonction... Alors, une première façon de faire l'adaptive learning qui est vraiment très mécanique, c'est de dire tu n'as pas su répondre à telle et telle question qui correspondait à tel cours, donc on te conseille d'aller voir dans ce cours parce que tu n'as pas un seuil de pourcentage de questions d'expert. Donc ça, c'était une première approche, effectivement. Comme je disais, on peut même ensuite repersonnaliser, juste montrer l'activité en question, reformuler l'activité, faire en sorte que tu n'aies pas à suivre tous les cours d'un chemin si tu es déjà assez bon, en fait. D'accord, donc ça, c'est déjà en place.
C'est pas encore en place. On essaie de le faire. À voir si c'est de l'IA ou si ça peut être se mettre en place, mais effectivement, oui. Et un expert, un tuteur privé. Et ça, pareil, ça c'est un petit peu la question qu'on se pose forcément. Un petit peu, faut poser des questions, je voudrais savoir ça, et puis en fonction de... Alors une fonctionnalité, en fait voilà, ça c'est plus des questions un peu stratégiques, parfois qui me dépassent aussi, de est-ce qu'on veut faire un knowledge management et être vraiment un connecteur de plein de connaissances sur lesquelles, est-ce que ça c'est notre fonction ou est-ce qu'on a d'autres objectifs. Ce sur quoi on veut travailler potentiellement dans Q3 et Q4, ce serait donc il y a un forum, parce que c'est vraiment très collaboratif, et l'idée c'est qu'on pourrait suggérer un peu des réponses aux commentaires, aux questions posées par les entrepreneurs dans les forums sur le groupe. Donc ça, ce serait une première version. C'est marrant ce que Clément en parlait aussi, sur répondre aux commentaires. Alors nous, on en aura peut-être moins de commentaires que Brut, mais donc en fait, répondre directement aux apprenants dès qu'une question est posée. Ça, ce serait une première version. Mais oui, le chatbot, on y a pensé et ça revient très souvent sur la table. Et voilà, donc là. Au Vacon, on a passé le cap. Vous avez fait le chatbot? Vous l'avez fait vous-même ou... On a fait nous-mêmes. Ok. Une longue chaîne avec une Ok, d'accord. OpenAI qui est derrière. Je ne sais pas si c'est vraiment nous. Voilà. Il y a des outils qui, enfin forcément, c'est un petit peu l'utilisation majeure, le chatbot, mais il y a peut-être des outils qui font tout. Et nous, on a un problème, c'est qu'il ne respecte pas à chaque fois les instructions. Et donc, il a tendance à donner trop facilement les réponses. Ah oui. Et donc, on travaille beaucoup dessus. On essaie d'avoir, pareil, une deuxième couche d'LLM pour dire est-ce qu'il y a une réponse au début et le retransformer, mais après, il y a un temps de réponse. Donc, nous, ça nous a beaucoup aidé le chat GPT-4 Pro. Ah oui. Avec le 4, avec les doubles layers de vérification, on a été à 30-40 secondes pour avoir une réponse. C'est 40 secondes, je dois faire plein de choses. Voilà, on itère du coup là-dessus. C'est pas assez énorme. Khan Academy, ils ont bossé là-dessus, du voir, mais effectivement, ils se sont posés aussi la question parfois ils donnent la réponse trop vite, donc il faut arriver à... Bon, eux, ils sont carrément en partenariat avec OpenAI. Ah oui, eux, je pense qu'ils ont des relations privilégiées, on n'a pas encore. Ouais, mais il a donné pas mal de présentations, c'était leur CEO, et il t'a dit que c'est tout, c'était à 100 sur la CEO. J'ai 5 petites minutes, donc encore une ou deux questions. J'ai deux petites questions concernant la fonctionnalité de génération de cours à partir de documents. Laura, qui vous a mis en place un rat de famille de la chichi, vous allez tout le dire un peu. Non, c'est vanille. Ouais, c'est ça que j'avais le tuk. Ouais. Oui, c'est assez. Ouais, on split. Les embeddings OpenAI, je crois que c'est Face en vector database et voilà. C'est lequel nom? Face de Necta. Oui. C'est la même. Il y a une question sur comme il imagine que vous avez un peu une des zéros étrangers de l'intérêt. Quelle stratégie vous avez mis en place pour que l'utilisateur teste une fois, même s'il est déçu, revienne? Effectivement, donc toute la stratégie, déjà on fait un rollout assez progressif. Donc d'abord il est en staging en interne, donc il y a déjà toute cette partie itération. Ensuite, une fois qu'il est un peu en staging, on demande aux gens de la boîte de refaire des essais et nous on itère. Et ensuite, dès qu'il passe en prod, on fait, je sais pas moi, 5%, 10%, 20%. Donc déjà on a des premiers retours clients. Nous-mêmes, on va voir tous les contenus générés. Au début, par exemple, disons qu'il y en a une vingtaine, une cinquantaine. On se les répartit dans l'équipe et hop, chacun lit un cours et regarde s'il y a des problèmes. Voilà. Et on passe à l'étape supérieure que si on est d'accord avec certaines métriques, on n'a pas vu de questions mal posées, de contenu qui est faux, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, on continue. Alors après, si un client n'est pas du tout satisfait, il faut faire réutiliser. Pas évident. Peut-être ma chef de produit lui a parlé, lui a dit on a rien à essayer. On n'a pas de mécanisme en place pour faire réessayer la fonctionnalité. Peut-être qu'on arrive à lire le ratchet en vrai. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. C'est très fast. Est-ce que vous, dans votre travail, vous utilisez des outils du style Jeltoli, ainsi de suite, comme GitHub, GitHub? Oui, alors nous on est sur GitHub et justement j'ai mis, c'est vrai qu'en termes de GenAI en interne, j'ai mis en place, en ligne en face, j'ai demandé
manager de payer pour GitHub Copilot. Non, dans les faits, on a fait un petit test où au début, on avait 5 devs qui l'ont utilisé pendant 2 mois et qu'on fait un petit peu leur retour pour voir si ça valait le coup, parce que c'est vrai que c'est quand même $20 par mois par développeur. Donc maintenant, n'importe qui peut demander à avoir accès à un GitHub Copilot. Moi, j'utilise personnellement, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. C'est utile. Mais qui- Ouais, et les expressions de test. Voilà, je fais ça. Une dernière question? Comme. Est-ce que vous avez benchmarké la champion de c'est celui pour pas? Alors, pour la RAG, alors ça, c'était vraiment mon collègue. Il a dû en essayer, mais je pense que c'était plus la possibilité de package, certaines qui marchaient plus ou moins bien. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui marchent mieux, ce qui pourrait être intéressant. Enfin, même, il y a pas mal de choses, je pense, à tuner sur cette RAG-là. Shuffle et tout ça. Vous stockez jamais? Non, ça, c'est pas stocké, ça, c'est vraiment juste temporaire, ouais. D'accord. De faire même aller chercher. Voilà. Bon, ben.